Allez, on se lance. On va parler d'un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de monde, les contrats. Prenons un exemple tout simple. On signe un devis pour refaire sa cuisine. Ah oui, le grand classique. Le grand classique. Sur le papier, tout est parfait, mais les semaines passent et rien ne bouge. Et c'est là que les choses se compliquent. Exactement. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça avec une synthèse juridique comme guide pour voir ce qui rend un contrat solide. La source part d'une idée assez puissante. Un contrat, ça tiendrait sur 4 grands piliers. Le premier, c'est la force obligatoire. Logique. Oui, ce qui est signé doit être respecté. C'est la loi entre les parties. Mais le deuxième est plus subtil, c'est la bonne foi. Oui, et ça c'est fondamental. La bonne foi, c'est une obligation d'honnêteté. Ça veut dire qu'on peut respecter un contrat à la lettre et pourtant être en faute. Ah bon? Comment ça? Imaginez une clause qui vous permet d'annuler une réservation d'hôtel 24 heures à l'avance, si vous le faites chaque semaine, juste pour nuire à l'hôtelier sans jamais avoir eu l'intention d'y aller. D'accord. Vous respectez la lettre, mais vous violez la bonne foi. En fait, c'est l'intention qui compte. C'est fascinant. On ne peut donc pas utiliser une clause de manière malveillante? Le troisième pilier, c'est l'effet relatif. Ça crée une sorte de bulle. C'est exactement ça, une bulle juridique. Le contrat n'engage que les signataires. Si vos voisins signent pour repeindre la clôture entre vous en rose fluo, ça ne vous concerne pas. Même si ça pique les yeux. Même si ça pique les yeux. Et le dernier pilier, c'est la protection contre les clauses abusives. Ah, attends, sur ce point. Ça, on en voit partout, non? Partout. Contrat de téléphone, conditions générales en ligne, la source donne des exemples de ce qui serait un déséquilibre significatif. Bien sûr. En gros, c'est toute clause qui donne un avantage excessif à une partie, sans rien en face pour l'autre. Par exemple, un fournisseur qui pourrait changer le prix tout seul. Ou une clause qui vous empêcherait d'aller en justice. Et la loi fait quoi? Elle considère simplement que ces clauses n'existent pas, comme si elles n'avaient jamais été écrites. D'accord. Alors, revenons à notre artisan qui ne vient pas. Le cadre est posé. En pratique, c'est quoi la toute première chose à faire? La première étape officielle, c'est la mise en demeure. C'est la fameuse lettre recommandée. La lettre qui dit « Attention ». Première option, l'exécution forcée en nature. Le juge peut le contraindre à faire exactement ce qui était prévu. Et comment on s'assure qu'il le fait? Il y a un outil redoutable pour ça, l'astreinte. C'est une pénalité financière par jour de retard. Ah oui, ça doit être très dissuasif. Ça devient très vite très cher. Et si c'est vraiment impossible de faire le travail, on passe à l'exécution par équivalent, des dommages et intérêts. D'accord, ça c'est pour réparer les dégâts. Mais la source insiste beaucoup sur l'idée d'anticiper. Il y a des clauses à insérer dans le contrat pour ça, c'est bien ça? Exactement. C'est la partie stratégique, se mettre d'accord sur les conséquences avant que le problème n'arrive. Comme quoi, par exemple? On peut fixer une amende à l'avance, c'est la clause pénale. On peut aussi décider que le contrat s'arrêtera automatiquement si un point clé n'est pas respecté, c'est la clause résolutoire. Et il y a aussi la clause limitative de responsabilité. Oui, celle qui plafonne les dédommagements. Mais ça paraît très avantageux pour les grosses boîtes, non? Si une société de transport perd un colis de grande valeur, elle s'en sort avec un tout petit remboursement? C'est une excellente question. La clause est valable, mais elle a des limites. Si l'entreprise a commis une faute lourde, une faute vraiment grave, D'accord. les juges peuvent décider de l'écarter et d'indemniser la totalité du préjudice. On ne peut pas s'exonérer de tout et n'importe quoi. Un dernier point. Dans une vente, les obligations vont dans les deux sens. Si l'artisan n'a pas reçu son acompte, il peut refuser de commencer les travaux. Oui, c'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. En gros, je ne fais pas ma part parce que vous n'avez pas fait la vôtre. C'est un moyen de pression. Très efficace, à condition que le manquement de l'autre soit assez grave. Et si tout échoue, il faut savoir comment le contrat se termine. Il y a 2 mots à ne pas confondre, résolution et résiliation. Quelle est la différence, simplement? Pour la résiliation, pensez à un abonnement Netflix. Vous résiliez, ça s'arrête à la fin du mois. On ne touche pas au passé. D'accord, on va de l'avant. Voilà. Alors que la résolution, c'est un retour à la case départ. On fait comme si le contrat n'avait jamais existé, vous seriez remboursé de tout. C'est rétroactif. C'est beaucoup plus clair. Donc en résumé, un contrat, c'est un cadre protégé par des principes forts, comme la bonne foi, et il y a tout un arsenal d'outils, soit pour anticiper, soit pour réparer. Tout à fait. Et pour ouvrir la discussion, la source évoque une dernière clause, la clause compromissoire.
C'est-à-dire? Elle oblige les parties à passer par un arbitre privé au lieu d'un tribunal, et ça pose une question de fond. Laquelle? Dans quelle mesure le contrat lui-même est-il en train de créer une sorte de justice parallèle, sur mesure, notamment dans le monde des affaires? C'est un débat qui va bien au-delà de la pure technique juridique.